Bonsoir à tous. Monsieur le Président, chers membres du jury, chers étudiants candidats, chers étudiants, chères étudiantes, peuple de l'ISIAS, salut. Merci d'abord d'être venus si nombreux ce soir pour acclamer les vainqueurs et huer les malheureux perdants. Blaise Pascal disait « L'éloquence se moque de l'éloquence ». Alors, comme le veut la vieille tradition de la conférence Lysias, moquons-nous de l'éloquence, moquons-nous de ce concours et surtout, parce que c'est bien plus drôle, moquons-nous des candidats. Ils sont là, devant vous, le front ruisselant de sueur, l'estomac noué. Ils frissonnent, car ils savent qu'à l'issue de ces jeux, ils seront tantôt auréolés du triomphe ou de la honte. Le concours d'éloquence Lysias, au début de l'aventure, la moitié des candidats sont bons à rien. Les autres sont prêts à tout. Ceux qui restent, les voilà. Ils ont échappé aux critiques acerbes des jurys les plus redoutables. Déterminés, ils ont tout fait pour éliminer leurs adversaires, sacrifiant parfois leur honneur, en défendant des thèses qu'ils ne partageaient pas. Et ce soir, ces fourbes, ces Judas, ces pharisiens de l'éloquence s'offrent à vous. Clément Caïto d'abord. Sa silhouette élancée, le grand philosophe, à la mine sympathique, mais ne vous y trompez pas. Il va tenter de vous séduire, de faire de vous des moutons. Il va vous la faire à l'envers. Surtout, chers membres du jury, prenez garde, car ce soir, vous ne le savez pas, mais il arbore ses chaussures fétiches, ses petites répétos noires. Corentin Jean. C'est l'école attique, la retenue, la minimisation du propos, mais ce n'est pas la minimisation du triomphe. Il ne laissera pas la gloire à son adversaire. Il se battra bec et ongles pour la 3e place de ce concours. D'ailleurs, Corentin est à la recherche d'un président pour son fan club. C'est une fonction chronophage et lui-même en sait quelque chose. Les finalistes maintenant. Maxime Matou. Secrétaire général de l'association, parce que oui, la sélection des candidats se fait en toute transparence et en toute objectivité, et que non, il ne nous a pas forcé à inscrire son nom sur la liste des finalistes, mais rassurez-vous, messieurs du jury, tels des cardinaux en conclave, nous murerons la porte de la salle des délibérations et vous n'en sortirez que lorsque la fumée blanche s'échappera de la cheminée et vous clamerez haut et fort « Habemus Victorium ». Et enfin, Violaine Lucas. Elle a éliminé toutes ses rivales, tous les Master 1, redoutable parmi les redoutables, la terreur des autres candidats. Sénèque, Cicéron, Patrick Sébastien n'ont qu'à bien se tenir. Violaine Lucas est notre candidate qui, lorsqu'elle fête son anniversaire, nous coûte plus cher en bougies qu'en gâteau. Enfin, pour juger ces 4 candidats, cher peuple de l'ISIAS, nous avons le plaisir, que dis-je, l'honneur, d'accueillir 3 éminentes personnalités dont l'éloquence n'est d'égale que leur grandeur d'esprit. Merci de faire un triomphe à monsieur Jean Danet, maître de conférence, pénaliste connu et reconnu.
Merci de faire un triomphe à Pierre Le Gall, professeur et doyen honoraire de notre maison, André Manoukian. Et enfin, le président de ce jury, Monsieur Grégoire Bigot, éminent professeur encore au collège, mais au Collège de France. C'est à vous donc, Monsieur le Président, que je laisse la parole pour annoncer le premier duel. Monsieur le Président, messieurs du jury, cher public de l'Université de Nantes ou d'ailleurs. Périclès disait qu'il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. Et oui, j'ai pas trouvé mieux comme phrase d'accroche sur Google, je suis désolé. C'est pourquoi, le 14 juillet 1789, face à un roi qui se proclame au pouvoir absolu depuis trop longtemps, les courageux insurgés de Paris traduisent leur mécontentement en s'attaquant à la Bastille. La chute de cette vieille prison d'État fut le symbole de la Révolution française et un combat pour la liberté, dont on connaît tous l'histoire. 200 ans plus tard, le 13 juillet 1989, pour le bicentenaire de ce jour symbolique, est inauguré à la place Bastille l'Opéra Bastille. Cet opéra ayant été construit pour décharger l'Opéra Garnier, parce que vous le valez bien. D'où cette question qui va nous retenir pendant ces quelques minutes. Devait-on prendre la Bastille pour en faire un opéra ? Je ne vous cache pas que quand j'ai reçu le sujet il y a une semaine, j'ai tout de suite pensé à rien du tout, en fait. Ce sujet ne m'inspirait rien. Mais je me suis dit après coup qu'il fallait voir le côté positif des choses et que ce serait finalement un bon entraînement pour le grand oral de fin d'année, puisque dans les deux cas, il s'agit de répondre à un sujet pourri duquel on ne connaît quasiment rien. Je vais donc tenter d'y répondre et je vais le faire en deux temps. Tout d'abord, fallait-il détruire la Bastille ? Eh bien, je pense que oui. Car c'était l'incarnation d'un passé habité par la monarchie absolue, l'arbitraire des incarcérations et plus globalement le déni de tout droit de l'homme. La détruire était donc faire table rase du passé, démontrer que le peuple français ne tenait plus à vivre dans de telles conditions et souhaitait briser les chaînes de l'asservissement. Alors oui, un tel acte d'acharnement peut paraître difficile à comprendre quand on ne connaît que la monarchie absolue par le biais de ses cours d'histoire. Mais quand je pense à la simple dictature intellectuelle que l'on vit chaque semaine en cours de droit des sûretés, je me dis que finalement la fin justifie les moyens. Et pour tous ceux qui regretteraient encore la disparition de la prison de la Bastille, croyez-moi que ce n'est malheureusement pas l'occasion qui manque en France de visiter des prisons à la salubrité digne d'il y a 200 ans, sans vouloir nommer les Baumettes à Marseille, par exemple. Mais maintenant qu'il est évident que la prison de la Bastille devait être détruite, il nous reste encore à résoudre la question la plus épineuse, et ce sera le deuxième temps de mon raisonnement. Fallait-il construire un opéra à la place ? Avant tout, il faut savoir que cette idée d'y construire un opéra viendrait bien avant François Mitterrand, du lendemain de la Révolution française. Elle aurait pris naissance du fait des jolies envolées lyriques qu'engendraient les coupes de tête en crescendo dans un rythme royalement maîtrisé. Une sorte d'assas-symphonie menée par le réputé maestro Maximilien de Robespierre et son bras droit Joseph Guillotin. Et pour votre culture personnelle, c'est même de là que viendrait la dénomination technique « chanter en voix de tête ». Bref, ce point historique étant fait, était-il opportun de construire un opéra à la place ? Eh bien oui, car l'opéra, c'est une deuxième raison de vivre, la première étant les cours dispensés à la faculté de droit, bien sûr. C'est le spectacle à la fois magnifique et dramatique des sentiments dénudés, la délectation d'une voix et d'un ballet à vous en couper le souffle. L'opéra, c'est tellement passionnant
qu'alors qu'il commence à 6 heures, 3 heures plus tard, on regarde sa montre et on se rend compte qu'il est déjà 6h20. Bon, soyons honnêtes, dans une génération où les plus beaux chants lyriques que l'on connaisse sont les One Direction et Justin Bieber, l'opéra est devenu pour nous une notion sans trop de signification. N'y étant donc jamais allé de moi-même, je ne peux ni me permettre d'en faire l'éloge, ni même me permettre de critiquer. Et peut-être d'ailleurs que des personnes ici aiment ça, et on ne peut pas leur en vouloir, il y a bien des gens qui aiment le droit administratif. Sans ne viser personne. Et pour cette raison, si je veux défendre mon sujet et mener à bien ce discours, il me faut donc l'interpréter dans un sens extensif, qui me parlera plus à moi, mais aussi à vous, je l'imagine. C'est pourquoi j'entends ici l'opéra de manière large, en l'assimilant à l'expression du chant et de la danse en général, et leur place dans la société. La réelle question posée est donc de savoir s'il fallait substituer un lieu de musicalité à un lieu de privation de liberté. Et nous tous, chanteurs incontestés de salle de bain, savons, ou en tout cas je vais vous le dire, que chanter peut égayer toute une journée. Peut-être pas celle des voisins certes, mais au moins la vôtre. Et oui, chanter, c'est extérioriser un état d'esprit, des sentiments. Et nul n'osera dire que ça ne fait pas du bien de temps en temps. C'est en quelque sorte un remède contre le mal-être et les difficultés de la vie. Et la Marseillaise, créée en temps de guerre, en est la meilleure preuve. N'est-ce d'ailleurs pas ce que préconisait Michel Sardou, qui préférait se faire traiter de con et chasser ses idées noires en chantant ? Et si vous ne me croyez toujours pas sur les effets bienfaisants du chant, je peux vous le dire, pour l'avoir vécu, qu'il n'y a qu'à voir à quel point les gens sont heureux de chanter. Dans le dernier tram, le jeudi soir à 00h30, que c'est à bâbord qu'on chante les plus forts. L'alcool n'ayant rien à voir avec cela, bien entendu. De même, si l'opéra est un lieu d'art lyrique, il est aussi une scène où figurent de nombreux danseurs. Sans y avoir assisté physiquement, tout le monde a déjà entendu parler des rats de l'opéra. C'est pourquoi la construction d'un opéra est aussi synonyme d'une affirmation culturelle de la danse classique. Et si chanter peut rendre heureux, danser n'a jamais fait de malheureux non plus, bien au contraire. La preuve, même les Coréens s'y mettent. La danse, c'est l'expression naturelle de l'amour, de la joie de vivre. C'est donner un sens poétique à sa vie, à condition bien sûr que le poétique s'arrête là où commence la tectonique. Louis-Ferdinand Céline disait d'ailleurs d'un homme malheureux qu'il n'avait plus assez de musique dans le cœur pour faire danser sa vie. Comme quoi, une vie colorée rime indéniablement avec musicalité. Et aussi sérieux que cet argument puisse paraître, quand Magic System nous dit qu'il faut bouger, il est en plein dans la vérité. Que ce soit donc tout seul chez soi devant son miroir, en boîte de nuit pour impressionner une jolie blonde aux attributs valorisants, ou tout simplement dans cet endroit magique que serait l'opéra, danser nous confère à tous, indubitablement, une part de liberté, un permis de rêver. Ainsi, pour conclure, je crois donc profondément que la prééminence du chant, de la danse et de la musique en général contribue réellement à donner un peu d'harmonie à la vie. Nietzsche disait d'ailleurs, à raison, qu'une vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Moi, je rajouterais qu'une vie sans musique, c'est comme Paris sans la Tour Eiffel, des vacances sans soleil, ou encore une fille qui n'aurait pas de shampoing. Allô, quoi. En ce sens, il me semble donc évident que prendre la Bastille pour y construire un opéra à la place ne puisse être qu'une bonne chose, quoi qu'on pense de l'opéra. Tandis que la prison de la Bastille enfermait les gens, l'opéra ouvre sur le monde et représente un patrimoine culturel dont il serait regrettable de se passer. Alors on essaiera sans doute après moi, soit de vous faire entendre qu'il fallait conserver la Bastille, ce qui serait prendre un énorme risque au cas où il se cacherait parmi vous un sans-culotte récidiviste, et j'ose imaginer Clément Caïto tienne à sa tête, soit qu'il aurait mieux valu construire un stade de foot ou une boîte de nuit à la place de l'opéra. Mais dans ce cas, ce serait faire de ces préjugés une vérité en se bornant à nier la richesse culturelle que peut constituer l'opéra. Et à l'évidence, il vaut mieux croire en la chanson qu'en la prison, parce que tant qu'il restera un homme pour chanter, il nous sera permis d'espérer.
Et je suis même d'ailleurs persuadé, qu'il ne serait pas si bête, du point de vue de la récidive, d'enfermer quelques délinquants quelques heures dans un lieu animé par des rats de l'opéra, plutôt que de multiples années dans une prison où les rats sont loin d'être aussi poétiques. Et si jamais, après ce discours élogieux de l'art lyrique, l'opéra Gralin de Nantes connaissait une trop grande affluence des étudiants en droit, je pense qu'il y a toujours une possibilité de négocier avec l'État pour en faire en construire un deuxième à Notre-Dame-des-Landes. Merci. Bonjour à tous. Je me présente donc à cette tribune intimidé par votre nombre, stressé, mais au moins, cher Antoine, bien chaussé. Le député Mirabeau, lors de ses brûlantes séances de l'Assemblée constituante de 1789, aimait à rappeler qu'à Rome, la roche tarpéienne se situe proche, tout proche du Capitole. Messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, mes chers camarades étudiants et étudiantes, en bâtissant un opéra à l'exact endroit où 200 ans plus tôt, hommes et femmes se sont battus pour l'égalité des droits, en bâtissant un opéra à l'exact endroit où le symbole de la France est né, en bâtissant un opéra à l'exact endroit où les Parisiens et les Parisiennes ont pris la Bastille, peut-être que les architectes de la culture mondaine ont poussé du haut de la roche tarpéienne l'esprit révolutionnaire et ainsi foulé aux pieds près de 2 siècles d'espérance. Bien sûr, l'espérance était de voir la culture prendre le relais de l'enfermement, de voir succéder à l'arbitraire le divertissement et l'opéra à la prison. Bien sûr, qu'elle s'appelle musique, théâtre ou littérature, que ces domaines soient les sciences humaines, la science-fiction et les sciences dures, la culture est des meilleurs remèdes à l'existence. Et bien sûr, nous tombons d'accord, chers professeurs, chers contradicteurs, la culture n'est pas la simple note d'appoggiature embellissant la mélodie. Vous le savez mieux que moi, cultiver son jardin, s'intéresser à l'art, aux sciences ou à l'histoire permet à l'homme patient de mieux comprendre le monde. Alors, oui à la culture, oui à une culture démocratique qui émancipe tous ses citoyens, que l'opéra se popularise aussi ardemment que Secret Story ou Plus belle la vie, mais 3 fois hélas. 3 fois hélas, l'opéra est devenu le symbole de la culture inaccessible, de l'esprit muscadin et des incroyables et merveilleuses, l'apanage de ces gens qui parlent avec forfanterie et badinerie, de ce que l'on appelle, je crois, le tout Paris. Alors, arrêtons là l'hypocrisie. Amis juristes, à la question « Fallait-il prendre la Bastille pour en faire l'opéra ?» Le bon sens et la raison répondent non à l'unanimité. Partant sont condamnés pour trahison à l'histoire et escroquerie intellectuelle, la gouache plurielle, verte, rose et rouge du programme commun. La trahison, eh bien, c'est cet opéra, là même où nos aïeux ont conquis les droits par le sang, les larmes et la sueur. Il y a aujourd'hui un opéra où, de surcroît, seuls les citoyens les plus fortunés peuvent y accéder. C'est donné de la confiture au cochon. Où est la mémoire de ces révolutionnaires? Où est passé leur esprit de justice? L'aurait-on déshonoré par l'oubli? À l'évidence, je crois que oui. Mais demeure, et demeurera longtemps cette question. Pourquoi ce geste? Pourquoi avoir substitué à un symbole d'injustice un autre symbole d'injustice? On nous parle souvent des grandes universités parisiennes. En ce qui me concerne, je suis fier d'être nantais, d'appartenir à cette fac dont le prestige épouse les parcours de ses illustres prédécesseurs. N'avons-nous pas un professeur membre du Collège de France? Lors de sa leçon inaugurale, Alain Supiot explique pourquoi l'idée de justice, notamment de justice sociale, est-elle si complexe dans son processus de mise en œuvre. Déjà, Aristote formulait 2 objections à la réalisation de la justice dans une société. Elles sont d'ordre politique et théorique. Évoquons-les brièvement. Le problème politique
est que la perception du besoin de la justice n'est pas ressentie de la même façon selon l'élite qui nous gouverne et les masses qui sont gouvernées. Or, ce sont bien les gouvernants qui choisissent, et bien souvent, et c'est humain, ils ne se soucient guère du besoin de justice sociale. L'autre objection posée par Aristote consiste à expliquer, accrochez-vous, que la norme de fonctionnement de la société est située en dehors de celle-ci. Pour le corps humain, on définit facilement ce qu'est le bien, c'est la santé. Pour le corps d'une société, on a du mal à identifier la norme de fonctionnement. La définition du bien est autant difficile à saisir qu'à mettre en œuvre. Elle se rapporte aux idéologies, aux rêves collectifs et aux utopies. Il y a autant, je crois, de citoyens que d'idées de justice. Alors au moins pour ces deux raisons, l'idée de justice a du mal à s'imposer dans une société. La Révolution et sa période montagnarde, avec la Constitution du 24 juin 1793, et cet article premier, le but de toute société est le bonheur public. La Révolution a posé là les premières pierres d'une société juste. Mais près de 2 siècles plus tard, alors que nous avons fêté le bicentenaire de cet événement, alors que 2 siècles plus tard, cher Saint-Just, le bonheur n'est plus maintenant une idée nouvelle en Europe, avons-nous vraiment progressé vers cet idéal fait de justice et d'égalité? Les hommes naissent libres et égaux. Et après, ils se démerdent, plaisantait l'acteur Jean-Yann. Plus sérieusement, avec des millions de citoyens qui ne partiront pas en vacances cet été, 8 millions de nos concitoyens qui vivent sous le seuil de pauvreté, et plus encore, qui n'ont pas les moyens financiers d'aller assister à un spectacle à l'Opéra de la Bastille, les succès de la Révolution se sont vite effacés. La roche tarpéienne se situe vraiment proche du Capitole. Alors, sûrement l'histoire se répétera, puisqu'en remplaçant la prison par un opéra, on a seulement masqué les inégalités, en détruisant la plus criante et en construisant la plus feutrée. Cheval de retour, l'esprit révolutionnaire ressurgira lorsque les inégalités dépasseront le seuil limite de l'acceptation. Tant que la société n'offrira pas l'idéal de justice, la révolution reviendra tôt ou tard. Pour certains, toute l'histoire du monde n'est que l'histoire de la lutte des classes sociales, le prolétariat renversant l'élite bourgeoise. Pour d'autres, cette répétition de l'histoire n'est due qu'à des facteurs extérieurs à la volonté des hommes, inopinés mais qui se répètent néanmoins par cycle. Je crois que les mouvements révolutionnaires ne sont pas entrepris par l'unique instinct animal. Avez-vous entendu parler de moutons soulevant le monde ? Avez-vous entendu parler d'abeilles faisant la révolution dans la ruche, renversant la reine, la guillotinant peut-être, instaurant la République une et indivisible ? La révolution semble avant tout et surtout un phénomène humain. Et c'est humain, tant qu'il y aura des inégalités, il y aura des révolutions qui perleront. Alors il ne fallait pas construire un opéra, là même où la prison de la Bastille a été détruite, parce qu'un jour viendra, la musique de la Révolution se remettra en marche, que ce soit en France ou ailleurs, que ce soit sur l'air de Mélina Mercouri en Grèce, symbole de la résistance pendant la dictature des généraux, que ce soit sur l'hymne de la Villa Morena au Portugal, interdite durant la Révolution des Oillets, que ce soit le chant des partisans contre le nazisme, ou plus simplement que ce soit l'Internationale ou la Marseillaise de cet insoumis qui a voulu lui redonner son sens initial. Bon, attention à ne pas trop hypertrophier le pouvoir d'attraction de la musique. Quand j'écoute trop Wagner, écrit le cinéaste Woody Allen, cela me donne envie d'envahir la Pologne. Quelle que soit la mélodie, le processus de tabula rasa, ou d'opéra rasa, si je peux me permettre, se déclenchera de nouveau pour frapper d'estoc et de taille l'ordre établi. Et peut-être alors que le directeur de l'Opéra de Paris connaîtra le même sort que le gouverneur Launay, décapité à la hussarde et au couteau. Il faudra alors aussi chercher la descendance de Pierre-François Pallois pour entreprendre la déconstruction de l'opéra. Évidemment, il y a ceux qui roulent des yeux de Merlan-Fry devant ces gloses révolutionnaires, mais il y a aussi les passionnés d'opéra. Et je ne voudrais pas m'attirer leur hostilité. À cela, peut-on prendre au moins le soin et la douceur de reformuler la question ?
puisqu'à se demander s'il ne fallait pas prendre la Bastille pour en faire l'opéra, la question du renoncement est sous-entendue. Plus prosaïquement, dans la vie, faut-il renoncer ? Parce que les exemples sont bien les habitudes de l'esprit et les économies de la mémoire, évoquons à bride abattue quelques parcours qui montrent qu'il ne faut jamais abdiquer, jamais renoncer, en somme, toujours aller au bout des choses. Regardez Titanic, Jacques, passager de 3e classe, arrive à séduire Rose. Bon, c'est vrai, l'idylle n'aura pas duré bien longtemps. Lisez le livre de Jean-Marie Rouart, Napoléon et la destinée. Il y est question de l'homme Napoléon. Et alors vous apprendrez qu'il n'a finalement rien d'un empereur, collectionnant les échecs avec les femmes, souffrant de railleries sur pourtant son si bel accent corse, essayant même de se suicider. Il n'y a pas de surhomme, alors assumez vos émotions. Regardez les présidents américains et n'ayez pas honte de vos faiblesses. Plusieurs étaient très strauss-kahniens, connaissant bibliquement chacune de leurs collaboratrices, peut-être leurs collaborateurs aussi. Un autre était alcoolique et un autre était un gentil acteur hollywoodien et rien que ça. On peut penser aussi à nos présidents français. Combien sont passés sous les fourches codines de leur parti et ont d'abord été raillés, détestés, vilipendés par l'opinion. N'y en a-t-il pas qui sont trop gros, d'autres trop petits? Ont-ils renoncé pour autant? Il y a des choses si bien inventées que l'on croirait la poitrine d'une femme, utile et agréable à la fois. Le conformisme est de celle-là. Ce n'est pas parce que les autres ne font pas quelque chose que tu dois y renoncer. Ce n'est pas parce que les autres ne croient pas en toi que tu dois abandonner. Là où il y a une volonté, il y a un chemin, écrit Victor Hugo. Amis juristes, la première prémisse du syllogisme de votre existence doit être « La vie est belle parce que la lutte est belle ». Si certains te mettent des bâtons dans les roues, quand bien leur fasse. Si d'autres te disent de rester les pieds sur terre, tant mieux. Mais Badois, te dit Perrier, résiste, dit France Gall, plus sérieusement. N'écoute pas ce que te disent les autres, fonce, reste libre, reste fidèle à toi-même et sois fier de tes racines. Comme lorsque les Murs se faisaient poètes et que les jolies filles de mai 68 écrivaient « Soyez réalistes et demandez l'impossible ». Comme déclarait en ce printemps 1981 le futur président qui bâtira l'opéra, j'affirme, et j'affirmerai hautement jusqu'à mon dernier souffle, que moi, je suis un homme libre. Enfin, s'il ne fallait pas prendre la Bastille pour en faire l'opéra, à mon sens, il ne fallait pas non plus terminer, pour moi, ce concours d'éloquence sans employer la justesse des vers de Victor Hugo. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, ce sont ceux dont un destin ferme emplit l'âme et le front, ceux qui d'un haut destin... Pardonnez-moi, j'ai sauté un vers. Ceux dont un destin ferme emplit l'âme et le front, ceux qui d'un haut destin franchissent l'âpre cime, ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime, ayant devant les yeux, sans cesse, nuit et jour, ou quelque saint labeur, ou quelque grand amour. Je vous remercie. Mes bien-aimés, nous sommes ici en la présence divine de cette assemblée pour unir ensemble la parole et le silence dans le saint mariage. Mais gare à vous, car l'on ne doit pas s'engager avec imprudence ou avec légèreté, mais il faut apporter à cette promesse la révérence, la discrétion, la réflexion et la tempérance. Voici ces deux êtres qui se présentent pour former entre elles cette sainte union. Si quelqu'un peut prouver qu'il y a juste cause à ce qu'elles puissent être légitimement unies, qu'il parle maintenant.
ou se taisent à jamais. Monsieur le Président, messieurs du jury, peuple de Lysias, ainsi, c'est aujourd'hui qu'il m'est donné ce choix de détruire une union improbable, impromptue, entre deux personnes si différentes. Bien évidemment, il ne me sied guère de briser les cœurs, mais pourtant, le mariage nous réduit au silence. Oui, messieurs, je m'adresse à vous. L'autre jour, un homme marié et sage m'a dit que cela faisait 2 ans qu'il n'avait pas parlé à sa femme. Sans doute n'osait-il pas l'interrompre. C'est pourquoi aujourd'hui, j'accuse la loi de l'omerta, m'engage à défendre la parole qui est d'or et le silence qui est de plomb. Mais qu'est-ce que la parole ? Dans son sens le plus strict, c'est la faculté d'exprimer et de communiquer la pensée. C'est le langage incarné de l'homme, permettant d'extérioriser ses souffrances, de manifester ses besoins ou de peindre ses sentiments. D'ailleurs, même ceux qui n'en sont pas persuadés, comme ma chère contradictrice, seront bien obligés d'avoir recours à cette exhibition bucco-plombaire-phonique, cette trépidation rhinopharyngée sonore, pour vous convaincre que le silence vaut mieux que la parole. Ainsi, il leur faudra démontrer que le son par la parole vaut mieux que le silence, alors qu'il leur faut révéler par la parole que c'est bien le silence qui est d'or. Bon là, on n'est pas sûr d'avoir tout compris, hein. Remarquez, nous ne sommes pas à une contradiction près. Certains ont bien chanté le son du silence. The sound of silence. La parole, c'est aussi un symbole, le symbole de l'avocature au fil de l'histoire de France. L'art oratoire ne convoque-t-il pas dans les prétoires les grandes révolutions, les grands événements, les dynasties et les empires, les hommes providentiels et les traîtres, les félons comme Monsieur Antoine Dourouze et les héros de la patrie? Ne serait-ce pas au travers des plaidoyers et plaidoiries que le courage des plus grands orateurs se serait manifesté? Ceux qui ont rendu compte de la lente évolution de notre langue, depuis la rhétorique classique du XVIIe siècle à nos développements classiques d'aujourd'hui, ne sont-ils pas les plus beaux exemples de l'éloquence? C'est bien eux qui donnaient aux mots leur toute-puissance et leur robustesse. Après tant de dévotion à leur étude, ils en deviennent les maîtres et pouvaient renverser en une phrase le destin de chacun, faire de chaque faute une prouesse. N'est-ce pas Paul Pélisson devant Louis XIV en défendant Nicolas Fouquet, surintendant général des finances, qui s'exclama « Votre Majesté, sire, n'écoutez point en cette rencontre la voix de la calomnie qui déguise toute chose et fait des crimes des meilleures actions. » La bravoure ne se trouve-t-elle pas à son paroxysme quand Maître Tronchet, Malherbe et Raymond de Sèze décidèrent de défendre Louis XVI, jugé coupable des crimes de toute la dynastie des Capétiens? Mais malgré tout, ce roi, loin d'égarer sa raison, perdit la tête sous le réquisitoire assassin de Robespierre. C'est bien connu, un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru. Parole d'histoire, mot de justice. Justement, les mots, parlons-en. Comme dit Hegel dans son ouvrage Philosophie de l'esprit, ce sont dans les mots que nous pensons. Nous n'avons conscience de nos pensées. Nous n'avons de pensées déterminées et réelles que lorsque nous leur donnons la forme, que nous la dissocions de notre fort intérieur et que par suite nous les marquons par le son articulé, le mot, qui lui seul nous donne l'existence. La pensée n'est donc pas dissociable des mots. Ce sont les mots, les formes dans lesquelles les pensées s'incarnent, qui permettent de penser des contours à la réflexion, comme si chaque syllabe formait une frontière à chaque son. En somme, penser, c'est parler. La verbalisation permet de prendre conscience de nos pensées. D'ailleurs, quand nous y réfléchissons bien, les mots, c'est fascinant, car avec un alphabet de 26 lettres, un nombre fini de mots, nous pouvons faire un nombre infini de phrases. Et pourtant, il est important de noter que malgré ces combinaisons innombrables, il est difficile d'avoir le dernier mot. Mesdames, vous pouvez au moins vous targuer d'arriver toujours à vos fins, car comme le disait Alfred de Musset, on peut toujours avoir le dernier mot avec une femme à condition que celui-ci soit oui. En tout cas,
Dernier mot ou pas, la parole est la chose qui nous fait exister, interagir entre nous, nous rencontrer, nous procurer tristesse et malheur, joies et bonheur. Toutefois, certains auteurs comme Bergson estiment que la parole contraint la pensée. Les mots ne seraient que des concepts qui empêcheraient l'émancipation libre de nos songes et méditations. Les mots seraient une forme d'écran opaque qui nous paralyserait dans notre expression. Il leur reprochait d'avoir une généralité qui occulte la singularité des choses, qui dissimule leur individualité. Les mots seraient toujours trop généraux pour distinguer la réalité qui nous entoure. Henri Bergson, pour faire simple, se représente la langue comme un répertoire incomplet. Sa doctrine serait donc la suivante. Pensez en silence, vous vous comprendrez mieux. Cela nous est confirmé d'ailleurs par un grand penseur contemporain qui, en une élocution, nous éclaire sur cette philosophie. Il ne faut pas écouter les bruits du monde, mais le silence de l'âme. Un grand merci à Jean-Claude Van Damme qui atteste du crédit de cette doctrine. Mais pour ma part, à l'aune de mon ressenti et de ma propre subjectivité, cette considération relève d'une certaine étroitesse d'esprit. Aller dire à un Chinois que ces 4100 caractères ne suffisent pas. Explorer les 3000 langues parlées du monde entier et ces milliers de dialectes pour dire qu'aucun mot n'a une signification. De plus, si nous suivons le dogme bergsonien, comment distinguer les personnes ? Comme le disait Molière, un sot qui ne dit mot ne se distingue pas d'un savant qui se tait. En effet, pourriez-vous dissocier, faire la différence entre Nabila, dont la médiocrité intellectuelle n'a d'égard que le volume de sa poitrine, avec Simone de Beauvoir, la valse à 1000 temps de Patrick Sébastien, de l'agitation surélevée rotative des serviettes de Patrick Sébastien, ou encore le poète Arthur Rimbaud, de celui du bitume et raffiné Booba. Alors oui, peut-être me diriez-vous que la simple comparaison visuelle de ces 6 personnes suffit à arriver au même résultat que celui de la comparaison vocale. Eh bien, je vous répondrai spontanément, non mais allô quoi ? Comme le dirait Saint Jean l'Évangéliste, cessez de juger sur l'apparence, jugez avec équité. Avant de laisser ma place, ma contradictrice, j'aimerais que vous vous rappeliez tous, sans exception, la dernière fois où vous avez décidé de vous taire. La dernière fois où vous avez choisi vous-même de rester silencieux. Et alors, demandez-vous si vous n'éprouvez un quelconque regret. Ne serait-ce un remords à vous être tu devant une situation à laquelle aujourd'hui vous saurez répondre. Le silence ne peut qu'apporter amertume, mélancolie et déplaisance. Il vous donne une sensation d'impuissance, l'impression que vous ne pouvez pas revenir en arrière, qu'il faut se résoudre à votre fatalité. Demandez par exemple à M. Stubbs, sexagénaire anglais, s'il ne regrette pas d'avoir dit plus souvent « je t'aime » à sa femme avant qu'elle ne fût tuée en dégringolant d'une falaise, poussée par un troupeau de moutons. Selon Shakespeare, conversation et éloquence ne sont guère synonymes. Parler et bien parler sont 2 choses différentes. Alors, telle est la question ce soir. Parler ou ne pas parler. Qu'en aurait-il été si le 18 juin, le général de Gaulle, dans le brouillard de Londres, s'était tu ? Qu'en aurait-il été pour la liberté des hommes si Nelson Mandela s'était tu ? Qu'en aurait-il été pour notre justice si à la tribune de l'Assemblée nationale, Robert Badinter s'était tu ? Parce que ce sont tous ces discours, tous ces mots, They have a dream, d'Eichmann and Berliner, qui ont façonné et jalonné notre histoire, qu'il ne faut jamais, jamais laisser le silence s'installer. Hannah Arendt disait « Les mots justes, trouvés au bon moment, sont déjà l'action. Parler, c'est agir. » Veuillez considérer la parole comme un fruit dont l'écorce s'appelle bavardage, dont la chair est l'éloquence et le noyau, le bon sens. J'espère en toute humilité, et c'est avec bon sens, et avec, ne serait-ce, j'espère, assez d'éloquence, loin de me comparer aux virtuoses des mots tels Maître Portalis ou Maître Berrier, que je vous aurais persuadé que la parole avec un grand P, celle qui sert à déterminer la valeur,
Le courage de l'orateur saurait faire taire à jamais les détracteurs de l'argumentaire que je vous porte. J'en terminerai comme j'ai commencé devant vous, peuple de Lysias, par ma petite homélie. Dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 19, est dit « S'ils se taisent, les pierres crieront. Alors par pitié, s'il vous plaît, ne laissez pas le silence s'installer. » Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, peuple de Lysias, c'est un joli paradoxe et aussi un privilège que de devoir clore un concours d'éloquence en ayant à démontrer qu'il vaut mieux se taire à jamais que de parler maintenant. La tentation serait grande de ne pas parler et de vous laisser là, attendant, silencieux, comme moi, mais vous êtes un public qui se paie de mots et vous en voulez pour votre argent. Et l'éloquence, en effet, ne se marie pas bien avec le silence. Pourtant, il y a des silences éloquents. Guitry affirmait ainsi que le silence qui suit la musique de Mozart est encore du Mozart. J'aimerais que ce morceau d'éloquence s'achevât sur un silence qui serait encore de l'éloquence, même si je ne suis pas le Mozart de la parole. Et je vais parler quand même pour démontrer qu'il vaut mieux se taire à jamais que parler maintenant. Mais qu'est-ce que parler ? C'est, selon Alain Ray, émettre les sons articulés du langage humain. Parler vient du latin parabola, mot pris au sens évangélique de parabole du Christ, d'où parole du Christ, et il a supplanté le verbe latin loci au sens de s'exprimer par métaphore, puis s'exprimer par la parole, et enfin converser, convenir de quelque chose, et, plus intéressant encore dans l'enceinte de cette faculté, défendre sa cause. Ce terme insiste donc sur la sonorité de la parole. Inversement, se taire vient du verbe ancien taisir, du latin tacere, qui signifie ne pas dire, garder le silence, ne pas parler, c'est donc bien se taire. Et c'est choisir de ne pas dire ce que l'on pourrait souhaiter dire et choisir de l'emporter avec soi dans la tombe. On rencontre la formule que j'ai à commenter ce soir dans la liturgie du mariage de l'Église épiscopale protestante des États-Unis d'Amérique. Maxime Matou vous l'a déjà dit, je la redis, si quelqu'un peut prouver qu'il y a quelque juste cause à ce que ces deux personnes ne puissent être légitimement unies, qu'ils parlent maintenant ou qu'ils se taisent à jamais. Celui qui peut parler est donc celui qui sait des choses. Celui qui ignore se tait. Il en va de même dans le système éducatif qui est le nôtre. Ce modèle, que l'on croyait réformé, prospère encore et j'ai découvert, merci Antoine d'avoir précisé les bougies, que les étudiants étudiaient encore aujourd'hui comme il y a 20 ans, comme il y a 100 ans, comme au moment de la création de la Sorbonne aussi. Le professeur de sa chaire professe, parle maintenant et l'étudiant se tait, à jamais. Enfin, en apparence, mais j'y reviendrai plus tard. Celui qui sait parle, disais-je, celui qui ignore se tait. Je vais me permettre d'ouvrir une petite parenthèse. Dans cette mécanique éducative, historiquement huilée, il est un étudiant qui est doublement consigné au silence. Il s'agit de l'étudiant en reprise d'études. Ces êtres, de loin, ont l'air jeunes, ou d'être des jeunes de droite, c'est-à-dire qu'ils ont presque déjà l'air d'avoir 40 ans. Mais, de près, ils peinent à faire croire raisonnablement qu'ils sont plus proches de la communion solennelle que de l'extrême-onction. Je garde, comme une légère atteinte à ma superbe, l'innocente remarque de cette jeune étudiante de première année, affirmant avoir vu son camarade Antoine Dourouz manger des M&M's à la cafette avec sa mère. Allô ? Non mais, allô, quoi ? T'es étudiant et t'emmènes ta mère à la fac ? Non mais allô ? Allô ? C'est comme si je te disais, t'emmènes ta grand-mère en boîte.
Les résultats médiocres que peuvent obtenir ces sujets dont la dégénérescence motrice avérée reste une plaisanterie au regard de la rouille qui s'est déposée sur leurs neurones, leur difficulté à obtenir les cours qu'ils ne peuvent pas suivre ou qu'ils n'entendent pas, leurs résultats proches de la note plancher, qui est le contraire de la peine plancher, puisqu'elle, hélas, s'accroît souvent avec la récidive. Tout ça confine cette nouvelle minorité visible, le vieux, à se taire un peu plus. Pourtant, les ressources d'expression de ces doyens affectifs nourris de petits gâteaux, de fromage à pâte molle, comme tous ceux qui refusent de parler maintenant pour se taire à jamais, sont immenses. Et ma parenthèse est ici close. Parce qu'enfin, si certains ne souhaitent plus parler, c'est sans doute qu'il n'est pas toujours utile de proférer des sons articulés pour être compris. Certes, les fonctions du langage mises en évidence par Jacobson et après lui par Maxime Mathou sont réelles. Et l'on reconnaît volontiers la fonction fatigue du langage. Bonjour, comment allez-vous ? Ou encore sa fonction conative et même performative qui vise à agir sur le destinataire en l'incitant à accomplir un acte, par exemple. Qui, ici, peut me passer, s'il vous plaît, le cours d'histoire des idées politiques de Master 1, carrière judiciaire et sciences criminelles que je n'ai pas ? Il n'y a plus aucun Master 1. C'est déprimant. On admettra volontiers aussi l'intérêt de l'étiquetage du réel par les mots. Ces mots confèrent une réalité aux choses et aux faits en nommant ce qui doit l'être et justifient en droit toute la force de l'oralité des débats, celle de l'aveu, la manifestation de la vérité, en somme, et tout ce qui participe au droit de la défense, amené à s'exprimer ou à se taire comme elle l'entend. Cependant, une fois faites ces concessions à la thèse mathoutienne, nous sommes obligés d'admettre qu'il vaut parfois mieux ne pas parler maintenant, parce que le langage oral a ses limites et qu'on ne peut défendre systématiquement tout acte de parole immédiat. Non, définitivement, je ne suis pas une fervente de la parole à tout crin dans un monde aussi bavard. D'abord parce qu'on parle souvent pour ne rien dire. Beaucoup de gens, et même des très importants, parlent pour ne rien dire, ressentent même la nécessité de se mettre à plusieurs pour ne rien dire ensemble en s'écoutant à tour de rôle. Comme dit De Vos, pourquoi pas ? Je ne suis pas ennemi des colloques. Ensuite, j'en veux particulièrement à Joachim du Bellay d'avoir à ce point œuvré à défendre et illustrer la langue française en poésie. Pourquoi ? Parce qu'inventant l'alexandrin français, du Bellay ouvrait la porte à la carrière d'un barbelivien et de pas mal de chanteuses québécoises. Entre l'alexandrin inaugural du parking d'Auchan, chanson de barbelivien, et le silence, quel mal préférez-vous ? Pour mémoire, premier alexandrin de ce poème chanté qu'est le parking d'Auchan de barbelivien. Moi je t'attends comme un gland sur le parking d'Auchan. Rime intérieure, césure à l'hémistiche, tout y est, c'est nickel de l'alexandrin français. Merci du Bellay. On mesure, comme nous nous reposerions et comme la vie serait douce si la plupart de nos impénitents chanteurs prenaient à cœur de ne plus ouvrir le bec et de se taire à jamais. Sans compter que se taire, ce n'est pas nécessairement cesser de s'exprimer. Il existe d'autres langues et d'autres moyens d'exprimer ce que l'on ressent, que la langue parlée. Et donc, les étudiants, dont je disais à l'instant que leur attitude ne semblait ne pas avoir changé depuis 93 ou depuis 67 ou depuis la création de la Sorbonne, se taisent maintenant, mais ne sont pas forcément silencieux. Ils sont même incroyablement bavards pour des êtres silencieux. Ces infants, du latin infantem, qui ne parlent pas en apparence, ne sont souvent plus des enfants depuis longtemps, et mon Dieu, qu'est-ce qu'ils causent en silence ? S'il fallait comparer un amphithéâtre à quelque chose, ce serait à une ruche. Devant, premier rang, les abeilles, sérieuses, prennent le cours de cette année qui ressourcera le fonds documentaire commun. Gens sérieux, souvent équipés d'ordinateurs portables, ils sont les moines copistes modernes, les futurs juges ou universitaires, s'ils ont le concours, mais tout concours à nous le faire croire, tant il y a dans cette faculté de gens brillants et sérieux.
y compris en Master 1. Dans les rangées secondaires, les moines copistes, rois du copier-coller. Ceux-ci possèdent le cours de l'année dernière et jouent aux 7 différences entre le cours qui est dit et celui qu'ils lisent. Ils ont une main sur Facebook, l'autre sur leur portable, le nez derrière l'écran. Ces étudiants intermédiaires sont les futurs avocats des étudiants du dernier rang. Ceux-là, et je tiens mes informations de personnes issues de l'ISIAS Nantes, cette association qui fera de vous plus qu'un étudiant, ceux-là, ceux du dernier rang, en effet, ne sont plus du tout dans le cours, puisqu'en réalité, ils font la cour sur Spotted, Université de Nantes. Et là, il faut avoir quand même, un peu moins de 20 ans pour comprendre. La langue des signes est elle aussi une langue dont seul le mode de réception, visuel et non auditif, diffère des langues orales. Langues orales dont je rappellerai la vanité creuse, en interrompant régulièrement cet exposé linguistique sur le vocabulaire sourd, digne, je n'hésite pas à le dire, du Collège de France, par un florilège de citations d'une chanson de Dalida que j'adore. Je commence. Dans la langue des signes, les mêmes zones du cerveau de la langue parlée sont impliquées dans sa réception et sa production. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses. La langue des signes utilise des réseaux moteurs impliquant les mains plus que les organes phonatoires que chez les normaux entendants. Que tu es belle. Elle possède, au même titre que les langues orales, un système linguistique organisé et complexe, fonctionnant par paires opposables comme nos phonèmes. Comme j'aimerais que tu me comprennes, que tu m'écoutes au moins une fois. Tu es mon rêve défendu, mon seul tourment et mon unique espérance. La langue des signes repose sur différents paramètres, configuration des mains, mouvement, orientation, répertoriable et même une syntaxe. C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir, je te regarde comme la première fois que tu es belle. Ces autres langues sont aussi riches que notre langue et l'enrichissent. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Preuve que chaque langue est propre à ceux qui la créent. En tenant compte de perceptions différentes du réel, les sourds-muets ont des mots de vocabulaire qu'on appelle des mots du vocabulaire pie-sourd et qui ne se traduisent pas en français parce qu'ils n'ont aucun équivalent. Ainsi, si l'on peut faire ces signes pour dire « se taire maintenant » et celui-ci pour parler, ou encore celui-ci pour merci, on ne peut traduire en français ni en aucune langue ce signe-là. Selon l'ami qui m'expliquait cela, cette expression traduit un concept entre l'ennui et l'attente. Et non pas comme vous pouviez le penser, j'aimerais bien participer à MasterChef. Un ennui sourd, demandai-je à cet ami sourd-muet qui aime à blaguer de sa surdité. Non, me dit-il, c'est une boucle dont on ne sort pas à la fois de l'attente et de l'ennui, mais vous ne pouvez pas vous comprendre. La musique, la peinture, la littérature elles-mêmes sont des arts qui ne sont pas nécessairement bavards, mais qui expriment une foule de sensations fugitives que la parole ne peut forcément traduire. Le tango, selon Carlos Gardel, est une pensée triste qui se danse. Nul mot. L'écrivain et l'écriture sont également des thèmes importants. Pour Marguerite Duras, écrire, c'est hurler sans bruit, c'est se taire, c'est ne pas parler. Dans écrire, Duras ajoute encore, c'est silencieux un écrivain, ça ne parle pas beaucoup. C'est même d'ailleurs assez navrant un écrivain qui parle, ça dit rarement des choses intéressantes. Ça peut même dire des choses abominables quand ça se met par exemple à vouloir faire de la politique plutôt que d'écrire. Enfin, renoncer à la parole de façon radicale, c'est aussi refuser de se soumettre à une injonction qui peut ne pas correspondre à nos idéaux. Céline s'insurge contre les Écritures saintes et notamment contre le prologue de l'Évangile selon saint Jean qui commence par ces mots « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » Au commencement était le Verbe ? Non, dit Céline, au commencement était l'émotion, et c'est la religion qui a mis au pas ce galop naturel de l'être humain porté par ses émotions. Ce que je ressens, aucun mot ne peut le dire ou tenter de l'exprimer sans le réduire, ni le mettre au pas. Le mot, s'il peut parvenir à produire une pensée, ne peut que rarement rendre le souffle de l'émotion. C'est ce qu'affirme Bergson. Aragon, dans Le Mentir vrai, dit que les mots ne disent pas plus l'amour que la fin de l'amour.
Bref, les mots sont impuissants à rendre compte de la variété et de l'immensité des sensations et des perceptions humaines. Ne dit-on pas d'ailleurs que les grandes douleurs sont muettes ou que l'on ne trouve pas les mots pour dire son bonheur? Il est parfois aussi plus efficace d'avoir recours aux symboles plutôt qu'aux mots pour dire ou manifester sa révolte, cette volonté de ne pas se soumettre à une idéologie liberticide. Les poings levés de Tommy Smith, vainqueur la veille du 200 mètres olympique, et de son compatriote John Carlos, la tête baissée, pendant l'hymne américain pour protester contre les discriminations dont étaient victimes les Noirs des États-Unis d'Amérique à Mexico le 17 octobre 1968, ont gravé nos mémoires silencieuses. Cela préparait sans doute l'avènement d'un président noir, mais il aura fallu attendre les Black Panthers, le jazz et des siècles de révoltes silencieuses. Aucun peuple opprimé ne parle la langue de son oppresseur. Et quand on leur a interdit de parler maintenant et de se taire, il a été possible de désobéir par d'autres actes. Le général de la Bollardière adopta une position symbolique en démissionnant de l'armée française quand celle-ci prit le visage du tortionnaire en Algérie. De la Bollardière parla certes, mais ne s'en contenta pas. Il décida de quitter cette armée qui le déshonorait et déshonorait le vrai visage de la France. Celui-là même, héroïque, qui avait choisi de se taire à jamais contre la barbarie. Se taire à jamais, cher Maxime Matou, c'est aussi et enfin ne pas trahir. C'est garder sa dignité lorsque l'injonction de parler vient d'un dictateur et de ses zélés et serviles sbires, d'un de ces démagogues qui a conduit à la soumission à un peuple entier par la parole et anéanti des millions d'êtres humains. Malraux, accueillant les cendres de Jean Moulin au Panthéon, rapporte comment celui-ci n'a pas parlé sous la torture, ni communiqué d'aucune façon des noms et des informations sur le réseau de résistance qu'il avait contribué à organiser. Le jour où, au fort Montluc à Lyon, après l'avoir fait torturer, l'agent de la Gestapo lui tend de quoi écrire puisqu'il ne peut plus parler, Jean Moulin dessine la caricature de son bourreau. Et sa sœur le décrit, les organes éclatés, il atteint les limites de la souffrance humaine sans jamais trahir un seul secret, lui qui les savait tous. Et Malraux, s'adressant à l'homme de la résistance, dit « Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé, comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé, avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombé sous les crosses avec les 8000 Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres. Entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit. Écoute aujourd'hui, ajoute Malraux, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur, c'est la marche funèbre des cendres que voici. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France.